Eh ben écoutez, on va passer du coup à nos news, puisque c'est après tout à ça que sert Critflix aussi en partie, c'est de vous donner des nouvelles de ce qui se passe dans le monde du cinéma, de la série, du streaming, du SVOD, du VOD, et tout ce qui s'ensuit. Et on va commencer, Fabien. Fabien, je ne t'ai pas beaucoup entendu depuis tout à l'heure. C'est à toi. Tu vas commencer et tu vas nous parler des récompenses qui en ce moment vont bon train dans le monde du cinéma, malgré le fait que nous soyons confinés et que il n'y ait pas de cérémonie physique. Nous avons quand même des récompenses qui sont distribuées sur les films de l'année. Dis-nous tout. Exactement. J'ai voulu reparler un petit peu des différentes cérémonies effectivement qui ont lieu actuellement sur le cinéma et on en a eu deux assez récemment, à savoir la Berlinale, sa 71e édition, et on a aussi eu le prix du syndicat français de la critique de cinéma et de films de télévision, c'est un peu plus long à dire, Mhm. qui ont récemment ben, donné des prix à différents films. Je trouve ça toujours sympa, comme je l'avais dit la dernière fois, de voir que le cinéma est toujours fêté par-ci et par-là, malgré le nombre de films beaucoup plus faible qui arrivent à sortir sous nos yeux. Je vous propose juste de vous donner le palmarès, à défaut de pouvoir en dire grand-chose, puisque ce sont des films que j'ai peur qu'aucun de nous n'ait vu, ou presque, notamment pour le festival allemand, parce que rappelons que la Berlinale est un festival international du film qui se déroule à Berlin. Il existe depuis 1951. Alors je ne sais pas si vous le suivez assidûment, celui-ci. Je sais que Pas moi je trop, l'aime moi de mon beaucoup. côté. Pardon? Pas trop, moi de mon côté. Moi, je sais que je l'aime bien parce que c'est souvent un festival qui met en avant des films, qui ne le sont pas dans les autres. On a souvent des redites, que ça soit Cannes ou les Oscars ou même le festival de Venise. Celui de Berlin, c'est souvent des films un petit peu moins mis en avant et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, Ouais, je suis comme toi, personnellement. moi j'adore la belle vraiment, c'est pratiquement mon préféré peut-être, parce qu'il y a vraiment énormément de belles choses qui en sortent. C'est ça et c'est souvent moi personnellement les films qui me marquent presque le plus, qui plus est. Je crois que l'année Dans dernière, l'organisation. Oui? pardon, non, vas-y, vas-y. Non, Non, vas-y, vas-y. je crois que c'est la communion qui avait eu le premier prix ou je ne sais plus, si c'était le premier prix ou le deuxième prix, enfin bref. Et ça a été mon meilleur film de l'année 2020 de loin. Ça a été une énorme claque ce film. Et c'est toujours un festival ouais, qui me marque beaucoup. Bah, c'est un festival qui aime vraiment le cinéma pour le coup, sans le côté strass et paillettes et c'est ça que j'apprécie. Dans son organisation, c'est assez similaire au festival de Cannes, puisque l'Ours d'or, correspond à celui du meilleur film. L'Ours d'argent, c'est le prix du jury. Pardon, l'Ours d'argent, c'est celui du meilleur réalisateur. Vous avez également le prix du jury qui a un nom différent. Ça nous permet un petit peu de situer, de comparer avec un festival qu'on connaît mieux. Et du coup, cette année, l'Ours d'or, celui du meilleur film, est allé à un film qui s'appelle Bad Luck Banging or Lonely Porn. Oula. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est un film roumain d'un réalisateur que je ne connais pas, qui s'appelle Radu Jude. Je ne sais pas si vous le connaissez. Pas du tout. Euh, de mon côté, j'en avais jamais entendu parler et c'est le grand vainqueur de cette année. L'Ours d'argent, lui, a été gagné par Wheel of Fortune and Fantasy du réalisateur Yuziku Hamaguchi. Donc c'est un film japonais. Donc J-Fresh, j'ai une petite pensée pour toi. Je ne sais pas si tu as entendu parler du film non plus. Eh ben pas du tout. Ensuite, sur le meilleur réalisateur, c'est le réalisateur Denes Nagy qui a réalisé Natural Light qui a gagné. Dans le premier rôle, c'est Maren Egert le film a un peu fait parler de lui, vous l'avez peut-être entendu parler, qui a joué dans I'm Your Man, un film allemand. Le meilleur second rôle, c'est à Lila Kiesinger pour Forest I See Everywhere qui a eu la récompense. Le meilleur scénario pour un film qui s'appelle Introduction, un film coréen de Corée du Sud qui a été réalisé par Hong Sang-koo. Et enfin, l'ours d'argent de la contribution artistique, donc ça je ne sais pas vraiment à quoi il correspond dans nos standards à nous, a été gagné par, alors là ça va être très difficile à dire pour moi, Ibrahim Assouad pour le montage de, donc oui c'est le prix du meilleur montage en fait, pour le film A Cop Movie, Ah bah ça va, un film c'est bien mexicain. prononcé. Eh ben parfait, merci bien.
À savoir qu'ils ont aussi, vous savez que dans le festival de Cannes, on a un festival qui s'appelle Un certain regard, qui est mon festival préféré, de Cannes, Ouais, pour complètement. des films un peu plus spécifiques, un peu plus de niche, un peu plus de genre. Et cette année, la Berlinale a un festival qui s'appelle Encounters et le meilleur film est un film français, donc c'est pour ça que j'ai voulu en parler. Il s'appelle Nous et qui est réalisé par Alice Diop. Donc voilà, si vous avez l'occasion un jour de le voir passer quelque part, eh ben, vous saurez qu'il a gagné le prix du meilleur film de l'Encounter de la Berlinale. Du coup, j'enchaîne avec l'autre festival, Vas-y, vas-y, Netflix ouais, ouais, vas-y, ou... vas-y. Alors, le prix du syndicat français de la critique de cinéma et des films de télévision est beaucoup moins connu, et pourtant il est plus ancien. Il a été créé en 1946. Je pense que c'est un festival qui pourrait vous intéresser. J'en parlais en off avec Netflix, puisque celui-ci, non seulement il récompense des films, mais il récompense aussi tout l'environnement qu'il y a autour. À savoir qu'il récompense des films qui ne sont sortis qu'à la télévision, il récompense des livres qui traitent du cinéma, et c'est vraiment un agrandissement total de la famille et de tous les acteurs qui peuvent intervenir sur le cinéma. Et c'est pour ça que je le connais depuis très très récemment, mais je trouve ça toujours sympa d'avoir des festivals qui ont des prix un peu plus atypiques comme celui-ci. Donc comme c'est un festival français, évidemment le cinéma français va être un petit peu plus mis en avant. Et cette année, c'est peut-être un film que vous avez eu la chance de voir de votre côté. Moi, je ne l'ai pas vu, puisque le meilleur film français qui a gagné ce prix-là, c'est Les choses qu'on dit et les choses qu'on fait, de Emmanuel Mouret. Est-ce que l'un d'entre vous a eu l'occasion de le voir, celui-ci? Alors, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. D'accord. Alors moi j'ai fait pire, j'ai gagné des places sur Twitter pour ce film. Et Et tu n'y es pas allé? ah non, alors c'est autre chose en plus. Alors je vous profite pour saluer le CM de Ciné+. J'adore Ciné+. C'est vraiment c'est la partie c'est les chaînes cinéma de Canal+. C'est vraiment pour moi l'offre qualitative télévisuelle la meilleure pour le cinéma. Et en fait le pauvre CM s'est trompé de place de film. Il m'a pas envoyé les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Il m'a envoyé des places pour un autre film Ah, mais non. qui s'appelle Et quel était... Honeyland, le film documentaire sur le miel, la fabrication du miel. Alors Est-ce je que lui ai tu envoyé allais le un voir du message coup? et le pauvre, il s'est confondu en excuses et il est vraiment adorable ce CM. Mais vraiment, je le salue tout le temps sur Twitter et je sais qu'il nous écoute pas, mais si c'était le cas, j'adore ce CM. Et du coup, il m'a dit, bah écoute, prochain concours, t'es gagnant d'office. Du Mhm. coup, Ah parce bah qu'il d'accord. avait plus de place pour les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Et du coup, il m'a offert 2 places pour un film encore plus confidentiel. Parce que, alors, Honeyland, il est passé à Moulins, j'ai loupé, parce que j'avais pas encore reçu les places. Et nous, on aurait dû le passer au moment où le cinéma a refermé. Et D'accord. alors, par contre, l'autre film, il faudrait que je retrouve le nom parce que, enfin, bref, un film vraiment très très peu connu qui est passé que dans 5 salles en France, je crois. Donc, malheureusement, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, j'ai une petite histoire particulière avec celui-ci. Oui, oui, tu as des billets de cinéma collector du coup, c'est bien au Ah final. bah oui, oui, complètement. Je reviens du coup au palmarès. C'est un film que vous avez peut-être aussi eu l'occasion de voir. Donc c'est le prix du meilleur film étranger et c'est le film de Thomas Winterberg, pardon, qui s'appelle Drunk avec Matt Ah oui, Mikkelsen. bah bien Je ne sais sûr. pas si vous l'avez vu. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Il paraît qu'il est très bon. Moi, je n'ai pas eu le temps de le voir. Il paraît qu'il est vraiment sympa. Jeff, tu l'as vu, toi? Non? Non, je Non. voulais aller le voir et puis pas le temps, confinement, tout ça. Ouais, Et c'était compliqué, c'est cette période. mes acteurs préférés, donc Bah, c'est ap- bien le moment, quoi. après, si on peut en parler en 2 mots, plus le Bien temps sûr, c'est fait passe, pour. plus le temps passe, et malheureusement, moins il me reste en mémoire. Alors, la performance d'acteur est absolument dingue de Matt Mikkelsen. Par contre, au niveau de la réalisation en général du film, hormis la scène finale qui est vraiment extraordinaire, le reste du film reste assez classique en soi. Mais pour la prestation de Matt Mikkelsen, ça reste quand même à voir. Dans tous les cas, un moment ou un autre dans votre vie, si vous avez l'occasion de le voir, il est à voir, mais J'y compte bien. ça sera pas mon film récompensé préféré, quoi. Très bien. Ils ont aussi une récompense sur le meilleur premier film français. Et ils ont récompensé un réalisateur qui a un nom assez minimaliste, puisque c'est juste Aurel. Et Ah, le film s'appelle Joseph. oui, 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 je vois ce que c'est. Je l'ai pas vu, mais on en parle beaucoup. Ouais, ouais, c'est un dessin animé. Ouais. D'accord. Bah, tu vois, moi, je Ça, l'ai découvert sur- dans ce palmarès. Je n'avais pas entendu parler de mon côté. On t'entend pas trop, Jeff. Ah, Bah oui, j'ai l'impression de le couper, mais c'est que je t'entends très très bas. ah bon? Ouais, non, Oui. c'est le temps que ton micro se mette en route, je pense.
Ah oui, c'est un diesel. Oui, c'est celui qui parle de la révolution espagnole ou quelque chose Ouais, comme c'est ça. ça, ouais. Ah, d'accord. Ok, donc le meilleur premier film étranger, lui, c'est Le Séjour dans les monts Fuchun, j'espère que je le dis bien, et du réalisateur qui s'appelle Gu Xiaogang. Donc pour le coup, lui, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu non plus. Et ben pareil, j'en ai entendu parler parce que j'écoute un podcast, encore un, si ça vous intéresse, très bon podcast qui s'appelle Certains l'aiment au chaud. Et qui du D'accord. coup voilà, parle de rétrospective et donc sur une de leurs émissions de la fin de l'année 2020, ils parlent de ce film-là qui apparemment est très contemplatif. Donc voilà, si vous aimez les longues séances de visionnage Ah, j'adore ça. détendues chinoises, et ben on vous invite à aller voir ce genre de film. D'ailleurs, c'est peut-être le nom du podcast, ça doit être un clin d'œil au Something Like Hot, le film avec Marilyn Monroe, Oui, peut-être? complètement, certains l'aiment Enfin, chaud, et voilà. c'est ça? Et en fait, pendant le D'accord. confinement, ils avaient renommé donc l'émission Certains l'aiment au chaud, mais en fait, de base, l'émission s'appelle Certains l'aiment à chaud, puisqu'ils font un podcast à chaque fois qu'ils ont vu un film dans les 4-5 jours D'accord, je vois. après le visionnage. Donc c'est un très bon podcast. Ils sont quelques-uns et ils sont complètement différents. En fait, les avis sont jamais unanimes sur un film, et du coup, c'est très très intéressant à écouter. Je vous invite à écouter ça si vous avez des transports en commun ou si vous aimez écouter les Bah, podcasts. j'essaierai. Ouais, franchement, J'essaierai. allez-y. Il me reste deux petits prix. Vas-y. Le film Singulier francophone. Donc, je me suis un peu renseigné. Visiblement, c'est des films un petit peu plus de genre, de niche. Et c'est un film qui s'appelle Adoration de Fabrice Duwelz. J'ai pas réussi à trouver de résumé, de synopsis. Voilà, il s'appelle juste Ouais, Adoration. ça me dit rien. Et enfin, il y a le prix du meilleur court-métrage français. Et celui-ci s'appelle Maalbec. Il a été réalisé par Ismaël Geoffroy Choudoudis. Je le dis, je pense, extrêmement mal. Mais c'est lui qui a gagné la palme, j'allais dire la palme, mais le meilleur court-métrage français de ce festival. Voilà. Et ben parfait, bon petit résumé, du coup toutes les récompenses que l'on a pu voir et qu'ils ont pu obtenir sur cette dernière semaine, en tout cas pour la Berlinale. Et du coup tu me disais que c'était le festival. Je vais te rechercher le nom exact. C'est le syndicat des auteurs et réalisateurs. Oh là là, c'est terrible. Attends. Vas-y, prends ton temps. C'est le CFCC, donc c'est le syndicat des films. Du cinéma. J'ai pas envie de l'écorcher. J'ai pas envie de l'écorcher. Hop là. Parce que je suis très mauvais avec les acronymes. Le syndicat français de la critique de cinéma. Voilà. Et ben voilà, parfait. Syndicat français de la critique de cinéma, ainsi que la Berlinale. On va jamais y arriver à le C'est dire, dur à dire, celui-là, hein. c'est très très dur à dire. Voilà, mais en tout cas, quelques récompenses. Du coup, je vous inviterai à regarder du coup l'émission en replay pour réécouter tous les titres de films ainsi que leurs réalisateurs, écorchés ou non, pour retrouver ces films-là sur les diverses plateformes de VOD ou peut-être en physique, s'ils sont sortis depuis. On va continuer tout de suite avec une de mes news à moi, puisque je vais parler de MK2, qui a décidé il y a quelques temps, dans la discrétion la plus totale, de construire, ou en tout cas de rénover, un hôtel dans Paris et d'en faire ce qu'ils ont appelé un hôtel cinéma, qui s'appellera l'hôtel Paradiso, forcément en référence au film Cinéma Paradiso, qui contiendra des chambres et des suites équipées de grands écrans ainsi que de son 5.1 voire Atmos selon la chambre, et des abonnements directement de SVOD et de VOD pour pouvoir regarder des films directement dans votre chambre. J'ai trouvé le concept très original, surtout d'en faire la pub ainsi que l'ouverture pendant la pandémie. L'ouverture se fait ce mois-ci, je me demande si c'est pas le 18 mars. En tout cas, c'est au mois de mars. Les chambres seront proposées pour l'instant, si vous regardez les prix du mois de mars jusqu'au mois de mai, se situent entre 150 et 250 euros la nuit, à peu près. Ce qui n'est pas exagéré pour un hôtel de haute qualité sur Paris. Ça se situe dans le 12e arrondissement de Paris, donc on est quand même sur un bon quartier. Je trouve que c'est pas un prix exagéré. Par contre, faites attention, j'ai été voir les dates pour le mois de novembre et on passe de 500 à 900 euros la nuit
Alors, est-ce que c'est la période? Est-ce que c'est le fait qu'ils fassent des prix d'introduction pour l'ouverture des salles, enfin de l'ouverture des chambres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les écrans iront de 23 à 40 mètres carrés selon les chambres. Et voilà, si vous avez l'envie de vous faire un cinéma ou une séance un petit peu différente, bah, vous aurez l'occasion peut-être de partir en week-end sur Paris et d'aller au MK2 Cinéma Hôtel et puis de vous payer une chambre d'hôtel pour regarder, je sais pas moi, la Casa des Papel sur un écran de 40 mètres carrés en son Dolby Atmos. Tu as quelque chose à nous dire, Gifresh? Oui, juste pour les tarifs dans l'hôtellerie, regardez à plus de 6 mois en fait. Souvent les hôteliers font exprès de mettre des prix extrêmement élevés pour que vous ne réserviez pas trop en avance et que d'un côté que vous ne gâchiez pas leur sondage. En fait, je sais pas comment expliquer, mais Ouais. il y a de fortes chances que au fur et à mesure que vous approchez d'une date, les tarifs baissent. Si vous regardez certains hôtels, en fait, pour éviter avoir à gérer des réservations beaucoup trop tôt, notamment via Booking et ce genre de sites, mettent exprès des tarifs, vu qu'ils peuvent pas fermer les réservations, c'est interdit, ils mettent des tarifs exprès très chers de façon à décourager les gens de booker trop tôt des hôtels dans lesquels ils pourraient après avoir des événements, des séminaires, des choses comme ça, et pour lesquels ils pourraient avoir besoin de ces chambres-là, en fait. Est-ce que tu te rends compte à quel point ton métier nous est utile aujourd'hui, mon cher C'est hyper Gifresh? intéressant, n'empêche. Je Ah savais ouais. pas du tout. Ah, c'est con, c'est fou, c'est fou. Je savais que je t'avais Hyper engagé pour intéressant. quelque chose. Mais après, c'est que 150, 200 euros pour Paris. Je sais pas quelle catégorie d'hôtel c'est, mais j'imagine que ce sera un 3 étoiles, voire 4 étoiles peut-être. Oui, dans ces Euh, eaux-là. Ouais. En tout cas, vu la tronche des chambres, oui. ouais, c'est pas non plus tout à fait déconnant comme tarif. Ça reste un petit peu plus cher que ce qu'on peut trouver, mais si on prend en compte le concept de l'hôtel, ça peut être pas mal, quoi. On compte une place de cinéma maintenant, c'est presque 15 balles. Ça reste acceptable, je pense. Sachant que vous avez accès à tous les services de SVOD inclus dans la chambre. C'est-à-dire que ce n'est pas vos propres codes qui seront à rentrer, vous aurez les services de SVOD directement disponibles. Donc quel que soit ce que vous voulez regarder, vous y aurez accès. Certaines chambres vous permettront d'avoir un film en VOD offert. Vous aurez le droit de choisir n'importe quel film sur la plateforme. Les autres seront en dehors de l'abonnement. Vous devrez payer pour les regarder. Mais voilà, sur les plus grandes suites, vous aurez accès à un film dans le catalogue au choix pour le regarder quand vous voulez pendant votre séjour dans la chambre. Donc voilà, j'ai trouvé le concept plutôt intéressant. MK2, c'est des gens qui font des choses de qualité, ne serait-ce qu'au niveau de la projection autant que pour la production. Donc voilà, rien à redire là-dessus. J'ai trouvé que l'info était intéressante, surtout en ces temps de changement au niveau cinéma. Donc voilà. Mais j'aurais poussé le vice encore plus loin, limite, à faire une salle peut-être intégrée à l'hôtel où chacun peut aller et venir en fonction des séances, hein, bien entendu, mais où il y aurait des réelles projections de cinéma, ça aurait pu être aussi intéressant. Alors, Si pour le vous coup, aviez je, pris, je suis pas allé au fond des choses, mais alors apparemment il y aurait ce concept-là. J'ai pas regardé exactement. Par contre, les plus grandes suites sont elles équipées de salles de cinéma. C'est-à-dire que les plus petites chambres c'est en face du lit. Par contre, sur les plus grandes suites, c'est carrément une salle avec plusieurs sièges, puisque les suites peuvent accepter jusqu'à 6 personnes, je crois. Et donc il y a une pièce vraiment à part avec un grand écran qui permet d'accepter plusieurs personnes d'un coup. Voilà pour ma news à moi. David, tu vas nous parler un petit peu télé ou tu vas nous parler un petit peu Snyder's Cut? Alors, j'aimerais tout d'abord vous donner une toute petite news très rapide que je tenais à vous faire. C'est que dans 291 jours, 1 heure et 30 minutes, ce sera Noël. Voilà, ça c'est la première news. Merci pour cette Vous savez Merci que ça me beaucoup. tient à cœur. Voilà. Merci l'horloge parlante. Non, non, pas du tout. Merci le site compte à rebours avant Noël.net. Mais non, Euh, on trouve de tout sur Internet, c'est fou. ah Ils ouais, ont un visiteur par jour et c'est David. C'est exactement ça. exactement. Et je vais commencer par vous parler de la Snyder's Cut, puisque vous savez que ça me tient à cœur parce que c'était la première news du premier Flick, la C'est Snyder's vrai, Cut. c'est vrai, Alors, c'est vous vrai, savez c'est vrai. que je n'aime pas Zack Snyder, Et mais le fil rouge est toujours là. Hein. et le fil rouge est toujours là. Et donc, la grande annonce, c'est que le film qui était prévu pour avril va finalement sortir en France le 18 mars, Mm. en VF et en VO.
Donc ça veut dire que on va la voir le jour de la sortie mondiale. Et en fait, DC Comics et Warner Bros n'ont toujours pas communiqué sur la manière avec laquelle on pourra le voir. Et en fait, pour le savoir, des petits malins sont allés sur le site de la Snyder's Cut, puisqu'il y a un site français qui est consacré au film, et sur lequel ils ont vu que le film devrait être logiquement disponible en fait en VOD, et seulement en VOD. Alors c'est quelque chose pour le qu'on s'attendait un petit peu. La sortie en salle était vraiment, je vous en avais parlé une fois, il y a vraiment très très peu de chance. La sortie visiblement en DVD et en Blu-ray ne serait pas exclue encore tout à fait du côté de chez Warner, mais pour l'instant pas plus d'infos que ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera disponible sur les plateformes habituelles que sont Canal VOD, que sont Rakuten TV par exemple, Prime Video version payante, etc., etc. Rappelons que le film va être très long, hein, plus de 4 heures, et que il y a énormément de teasing, hein. Je pense notamment à Zack Snyder himself qui tous les jours publie un poster du film sur Twitter, voire parfois un ou deux par jour. Aujourd'hui, il nous a présenté Flash ce matin et Wonder Woman ce soir, en sachant également que c'est vrai que cette Snyder's Cut, elle fait énormément parler, au point même que là, actuellement, Snyder s'est un peu répandu dans la presse pour parler de ce qu'il avait imaginé, lui, en tant que, enfin, comme suite. Il avait prévu 3 films Justice League, et on sait que finalement, Warner va plus trop travailler avec lui. On sait qu'il y a un reboot de Superman qui devrait avoir lieu avec J.J. Abrams. Et du coup, voilà, il parle beaucoup en ce moment, Zack Snyder. Et effectivement, c'est un peu curieux de se dire que le 18 mars, on est le 8, pardon, c'est dans 10 jours. Et on ne sait pas encore exactement comment il sortira. Moi, j'ai du mal à croire, je pense quand même à la version DVD Blu-ray, ou en tout cas, elle ne sortira pas le 18 mars parce que je pense qu'on Non, serait déjà au c'est sûr, courant. c'est sûr. Mais voilà, il sera en VOD. À quel prix, on ne sait pas du tout. Et vous savez que moi, je suis pas fan de Zack Snyder, et je suis pas fan de VOD. Je crois que j'ai jamais acheté un seul film en VOD de ma vie. Mais là, ça me titille, et je me dis que si c'est le seul moyen, peut-être que je craquerai pour la Snyder's Cut pour voir vraiment ce que ça donne, et pour pas mourir idiot tellement le monde entier en parle. Sinon, on essaye de faire une séance commune. Faudrait que je viens de te DM, David. Je pense qu'avec un ordinateur et un projecteur, on peut s'arranger. Oui. Mais oui, On verra. ouais, voilà. Jeff a un projecteur, mais ça fait un peu loin Lyon C'est pour aller vrai. voir la Snyder's Cut. Bon, Oh, quoique. 4 heures. Non, 2 heures. 2 heures plus 4 heures de film plus 2 heures de retour. C'est presque aussi long que d'aller voir mais la trilogie du Seigneur des Anneaux. tu sais, je connais bien J-Fresh, lui, je pense qu'il nous logerait toute une semaine pour qu'on puisse bien avoir les films sur son Oui. rétroprojecteur. Ouais, il paraît qu'il a qu'on envie de puisse campagne tester en ce plein moment. de séries. Eh ben, on échange nos maisons. Mais non, mais c'est lui qui vient sinon. Et puis Ouais, mais avec son rétroprojecteur aussi. Non, mais il est tout vous avez petit. 10 euros. Moi, je veux bien voir J-Fresh, mais je veux surtout voir son rétroprojecteur. Tu disais Gifré, j'ai pas écouté. Oui, chez vous, en plus, ça met des plombes à le télécharger. Oh là, et on va se calmer tout de suite par contre. Hein. Je crois qu'il y a la fibre à la Moulin, fibre, Fabien. monsieur. Ouais, Voilà, j'ai la fibre. Voilà, il y a la fibre à Moulin. Mais je ne veux pas de Snyder chez moi, donc débrouillez-vous. Ah, mais j'ai un grand mur blanc si vous voulez. Il y a moyen qu'on s'arrange tous ensemble pour faire ça correctement. Bref, et ben écoute Jeff, tant qu'on est parti sur de la VOD, de la SVOD, il paraît que Paramount est en train de nous préparer un petit truc sur le côté là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, ils ont un peu dévoilé un peu plus. Ils avaient parlé depuis un petit moment déjà d'une série Halo qui serait en animation 3D, qui a quand même fait pas mal de vagues parce que Halo, ça reste je pense, une des licences les plus appréciées de son public. Et c'est quand même ce qui a lancé, je pense, la franchise Xbox sur le marché du jeu vidéo. Sans Halo, je pense que la Xbox se serait ramassée depuis bien plus longtemps que ça. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Microsoft et pour les fans de Halo. Moi, j'ai arrêté Halo au numéro 2, mais je pense que c'est un truc sur lequel un jour je me remettrai parce que c'était quand même une bonne série. Enfin, une bonne série de jeux, du moins. Et donc là, ils ont annoncé qu'il y aurait un créneau en fin de sortie. Ils ont dit que ce serait du coup premier trimestre 2022. Et ils ont aussi balancé quelques petites images
pour illustrer tout ça. Bon, ça donne plutôt envie, c'est une petite news comme ça, et j'espère que l'animé sera à la hauteur de sa réputation de jeu vidéo, qui reste quand même, je pense, un poids lourd du genre. Et il faut savoir aussi que donc, que Paramount a annoncé ça en même temps que sa plateforme de SVOD. Puisque, à l'instar de Paramount+. HBO, voilà, Paramount Plus, à l'instar de HBO avec Warner, diffusera les films non pas en J0, par contre, mais en J30 à 45 par rapport aux salles de cinéma. Donc voilà, ça reste une annonce assez importante, sachant que Paramount a quand même pas mal de licences encore à son actif, hein, donc autant au niveau production que distribution. On verra ce que ça donne, est-ce que ça va arriver en France, parce que nous ici on a Paramount Channel. Disney avait décidé de fermer certaines de ses chaînes, du coup pour laisser sa place à Disney+. Est-ce que là Paramount va faire la même chose pour la France, encore une fois avec la chronologie des médias? Est-ce que ce serait intéressant pour eux d'arriver sur le territoire français? C'est encore une autre question, plutôt que de laisser la distribution à d'autres sociétés de production. On y reviendra en temps et en heure, à moins que tu aies d'autres infos, toi, David, de ton côté, mais je pense pas qu'on en ait appris beaucoup plus. Non, 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 pour l'instant, c'est vrai que Paramount Channel, c'est une chaîne qui a l'audience relativement discrète. Ça fonctionne un petit peu plus que Warner Bros TV, mais c'est vrai que c'est une chaîne cinéma donc de bouquets, hein, qui a notamment été lancée par Canal et c'est assez confidentiel, mais ça marche pas si mal que ça et honnêtement, vu le catalogue Paramount, pour le connaître un petit peu, ou du moins d'un point de vue distribution, je pense qu'il y a pas de quoi faire une plateforme chez nous en France, hein. Ouais. Honnêtement, aux États-Unis, il y a plein de plateformes, plein de petites plateformes. Autant, s'il y avait une plateforme HBO ou Warner chez nous, je comprendrais. Paramount, ça serait peut-être un peu léger. Alors que la chaîne, finalement, elle est pas mal du tout et elle passe un panel de cinéma avec particulièrement, je sais que Fabien aime ça, du cinéma classique, plutôt pas mal du tout. Donc, à mon avis, le statu quo risque d'être plutôt comme ça. Mais bon, après, affaire à suivre quand même. On va repasser à Jeff encore un petit peu. Ensuite, on passera à moi et on clôturera ce segment news avec David. Jeff, tu vas nous parler d'une série de cœur que j'ai recommencé il n'y a pas très longtemps, parce que grâce à Star, du coup, on a eu pas mal de séries qui ont été implantées sur Disney+. On va parler de Scrubs. Vas-y, qu'as-tu à nous dire sur cette magnifique série qui se passe dans un hôpital? Eh ben, c'est une grande joie, parce que c'est une de mes séries favorites, et je pense que ce sera bientôt la série favorite de ma chère et tendre, parce qu'elle n'aura pas le choix. Voilà, c'est une série que je trouvais nulle part, que moi je regardais à l'époque sur la télévision. Je sais qu'il y avait des DVD, mais j'ai toujours eu un peu de mal avec le, le format physique Pour les séries. pour les séries ou même pour les films. J'en ai finalement pas beaucoup. J'en avais beaucoup quand j'étais enfant en des VHS, mais c'est vrai que finalement le format numérique me convient plutôt pas mal. Et donc ouais, c'est une série que je désespérais de trouver de façon légale, on va dire, parce que j'avais réussi à trouver des sites où on pouvait les voir et tout, mais la qualité c'était pas forcément ça. Les sous-titres étaient un peu pourris. Enfin, il y avait beaucoup de problèmes, et puis je me sentais un petit peu mal de voir une série de cette façon-là, une série que j'aime autant. Donc oui, Scrubs, on suit l'histoire de John Dorian, qui est un nouveau en médecine, hein, qui fait son internat en médecine aux États-Unis, dans un hôpital aux États-Unis, et qui est complètement barré, qui se retrouve dans une équipe de médecins complètement barrés. Et en fait, on a tendance un peu à imaginer que c'est une série qui est uniquement humoristique, alors que pour moi, c'est une des séries qui m'a le plus touché aussi d'un point de vue émotionnel, parce que ça aborde énormément de sujets qui sont tous, je trouve, très très bien traités, avec beaucoup de soit de poésie, soit de douceur, soit au contraire de choses assez frontales, parce que c'est des choses, par exemple, la mort dans un hôpital, on y est confronté quand même assez souvent, et dans la vie aussi, mine de rien. Et tous ces sujets qui peuvent être aussi difficiles peut-être à traiter, etc., ça apparaît de façon naturelle, et tous les personnages sont tous ultra attachants, même le terrible docteur Kelso, qu'on imagine être un tyran, bah il a aussi ses bons côtés en fait. Donc pour moi c'est vraiment, je pense, ma série préférée, peut-être avec Stargate SG1. Et j'ai pas encore pu les relancer, mais j'ai hâte de pouvoir les revoir. Et je sais qu'il me semble que dans mes souvenirs, les dernières saisons sont pas forcément fantastiques, mais ne serait-ce que pouvoir revoir le Dr Cox, qui à chaque épisode appelle JD d'un nom de femme différente, juste parce que
parce qu'il a envie et que c'est un docteur qui est odieux. C'est vraiment un bonheur de se dire que c'est enfin trouvable quelque part, et, et qui plus est sur un truc qui est quand même assez accessible. Disney+, c'est devenu assez commun maintenant. Donc voilà, si vous pouvez jeter un œil à cette série, si vous avez jamais vu, allez-y, parce que je trouve que c'est une série qui respire la bonne humeur, mais pas que, et qui mérite vraiment d'être vue. Et petit big up au passage pour nos amis belges qui ont appelé ça Toubib en notre Toubib, ça me fait toujours beaucoup rire. Même si je préfère Scrubs, je trouve ça quand même très drôle d'avoir poussé le vice jusqu'à traduire Le le, titre. le titre, sachant que Scrubs en anglais c'est les blues jetables en fait. C'est pour montrer un peu que cette situation de médecin, bah, c'est pas une situation qui est facile, et qui plus est encore plus aujourd'hui avec tout ce qu'on sait sur le système de santé, qu'il soit français ou américain. Voilà, allez-y, c'est une série que je peux que recommander parce que tous les acteurs sont géniaux. Zach Braff, qui a refait une autre série un petit peu plus récemment sur un truc de radio que j'ai pas vu, mais c'est un acteur, je trouve, qui, quand il sourit, ben, on a envie de sourire avec lui, et voilà, allez-y. Si je peux rajouter effectivement que tous les personnages sont très très humains. On a quelque chose de très réel malgré la folie qui est imputée à chaque personnage. On a ouais, un côté très proche où moi j'ai déjà jeté des coups d'œil à des séries sur les hôpitaux, que ce soit Grey's Anatomy, The Resident ou encore Night Shift aussi, qui avait fait pas mal, ou même Doctor House et tout. Doctor House, qui sont des épisodes qui ont très peu, qui n'ont pas de fil rouge, hein, Scrubs non plus, à part un fil rouge principal d'aller d'année en année et chaque personnage va évoluer à sa façon. Mais en soi, c'est vrai que Scrubs a cette particularité de nous faire rentrer au plus profond de l'hôpital sans forcément nous implanter le drame, sans forcément qu'on ait une vision sanglante des opérations, de ce genre de Oui, choses. voilà, c'est pas urgence où Non, t'as un petit côté gossip, etc. C'est c'est ça. vraiment un épisode et quelque chose. À la fin de l'épisode, il aura appris quelque chose ou non. Euh, mais je trouve que c'est assez représentatif de ces séries des années 2000. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup penser à Ali McBeal aussi, par exemple, Ouais. avec des fois ces moments où il se passe un truc complètement fou et en fait, ça se passe dans la tête du mec, en fait. Et voilà, tout ça est, je trouve, toujours très bien amené. Je sais que le créateur, c'est Bill Lawrence, il avait fait il a fait d'autres trucs qui étaient euh, assez connus aussi, je crois, de tête, c'est Spin City, un truc comme ça. Ah oui. Enfin bon. Allez-y, enfin, l'épisode de la comédie musicale, l'épisode de. J'ai des épisodes d'Halloween aussi, des choses comme ça. Enfin, L'épisode de son c'est frère vraiment aussi qui est très intense. l'épisode de son frère qui est vraiment chouette. Mm. Et c'est des acteurs en plus que vous revoyez après je pense notamment justement au frère de JD. Moi, j'ai pas pu regarder la série Flash à cause de ça parce qu'il a un rôle dedans et moi, je voyais que le frère de JD qui est une espèce euh, de dépressif chronique, un truc comme ça, si je me souviens bien. Voilà. Allez-y, allez-y. Tout le monde fonce voir Scrubs du coup. On va finir avec. Non, on va pas finir, on va pré-finir du coup avec ma news. On va parler de salles de cinéma. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, hein, puisqu'on n'avait pas trop de nouvelles en France. Et d'ailleurs, c'est pas en France qu'on va en parler, mais aux États-Unis, puisque les salles new-yorkaises ont eu l'autorisation la semaine dernière de rouvrir, puisque pour des raisons diverses et variées, puisque aux États-Unis, il faut pas chercher à comprendre. Mais dans tous les cas, les salles ont eu le droit de rouvrir pour la sortie de Raya et le dernier dragon, le dernier Disney, diffusé en simultané sur Disney+, ainsi que le film Tom et Jerry, diffusé en simultané sur HBO Max, ainsi qu'au cinéma. Et les premiers chiffres sont tombés du premier week-end et on a eu droit à un 9 millions de dollars sur le premier week-end, ce qui n'est pas exceptionnel, sans être forcément un mauvais chiffre, mais il faut savoir que en face, Tom et Jerry a réalisé 14 millions de dollars de recettes, ce qui est quand même déjà pas mal. Ah ouais. Ouais, mais la grosse différence entre les deux, c'est
surtout que Disney n'a pas eu accès. Alors, il faut savoir, pour que vous compreniez, c'est que chez nous, la distribution fonctionne par copie. Vous allez appeler tel ou tel cinéma, enfin, les distributeurs vont appeler les cinémas, ou les cinémas vont appeler les distributeurs pour savoir s'ils ont droit à une copie du film. Un certain nombre de copies va être diffusé en France, 400, 300, 20, 40, et on va y avoir accès dans un certain nombre de salles en France. Une fois que la salle a fini de diffuser ce film, elle va donner la copie à un autre cinéma en France qui va y avoir accès en deuxième, troisième ou quatrième semaine. Et le distributeur a même le droit de recréer d'autres copies s'il voit que le film fonctionne pour le diffuser dans encore plus de cinémas. Ça, c'est le système simplifié et vulgarisé, hein, je suis désolé David, mais voilà, Non, vulgarisé mais c'est ça. du cinéma en France. Aux États-Unis, ce sont des contrats par franchise de cinéma. Donc AMC, je sais pas, on va parler. C'est comme si Gaumont Pathé allait avoir un contrat avec Disney sur le dernier Pixar, mais par contre CGR ou UGC n'allait pas signer pour ce contrat et donc du coup n'allait pas avoir accès au film. Et il faut savoir du coup que là c'est tac tac tac, je vais vous retrouver le nom si j'arrive à retrouver ma souris déjà au premier abord. Vous allez avoir Cinemark, du coup, qui est la troisième plus grosse franchise aux États-Unis de projection de cinéma, qui n'a pas signé avec Disney pour diffuser Raya, ce qui les a empêchés d'avoir un gros pécule de départ pour le premier week-end, puisqu'ils n'ont pas eu l'accès à ces salles-là pour le diffuser. Donc, à Los Angeles, les salles de cinéma sont également ouvertes en ce moment, ce qui a pu améliorer un petit peu les chiffres de diffusion, mais en soi, Disney n'est pas très content, il n'a pas voulu diffuser pour l'instant, et je pense que les chiffres n'ont pas encore assez de recul pour les diffuser. On n'a pas eu les chiffres de la diffusion sur Disney+, puisqu'il est vendu entre 25 et 30 dollars du coup sur la plateforme Disney+, aux États-Unis, et chez nous, pour l'instant, nous n'y avons pas accès, malgré le fait que la plupart des Smart TV en font la publicité. Dès que vous allez sur Disney Plus en France, vous n'y avez pas accès. Et j'ai trouvé ça très dommage, parce que c'est vrai que je me suis levé un matin, j'ai vu la publicité de Raya sur mon Android TV, et j'ai lancé le bouton, et rien du tout sur Disney TV, enfin Disney Plus chez nous. Donc voilà, on n'a pas accès à Raya chez nous, il est accessible dans d'autres pays du monde. Beaucoup de gens l'ont vu, vous pourrez aller voir sur la toile. Et déjà pas mal de gens qui l'ont vu. Nous, j'espère qu'on aura tous la patience d'attendre de le voir en salle, s'il est diffusé en salle en France. Mais voilà, donc c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle, mais en tout cas, les chiffres sont là et ça n'augure rien de bon, malheureusement, pour les plateformes, pour les maisons de production qui sont parties sur le système de plateforme SVOD et VOD, puisque de toute façon, ces chiffres-là ne sont pas très enthousiasmants pour eux, alors que je suis persuadé que les gens ont préféré rester chez eux et acheter le film directement sur la plateforme, sachant que ça n'engage absolument aucun frais de faire payer les gens pour qu'ils puissent regarder le film sur leur télévision. Mais selon Wikipédia, et le film devrait sortir le 14 avril en salle en fait. Apparemment, ils ont prévu de le conserver en salle. Alors, oui, il est prévu en salle, mais oui, je vais te laisser parler, David, juste après. Je pense que j'aurai peut-être pas forcément la bonne info. On n'a pas d'informations précises sur le cinéma en France, mais des derniers indices qu'on aurait sur l'évolution de la pandémie et sur les envies du gouvernement, ça serait à peu près dans ces eaux-là qu'on aurait une pré-réouverture de pas mal de lieux culturels. Mais vas-y, David, si tu as des choses à rajouter, parce que j'ai peut-être pas toutes les infos. Non, bah nous vraiment ce qu'on sait et bah, pour le coup Disney France, encore une fois, moi des fois on râle après Disney, mais Disney France, les pauvres ils sont un peu tributaires de ce qu'on leur dit là-haut aux États-Unis et je pense qu'ils ont quand même souvent les pieds et poings liés sur la sortie des films. Mais en tout cas, ils sont très clairs pour la France à l'heure actuelle. Si les cinémas réouvraient mi-avril, au plus tard fin avril, il est absolument hors de question que Raya sorte sur les plateformes. C'est vraiment du 100% cinéma. Maintenant, ça devait aussi être du 100% cinéma pour Mulan, ainsi que pour Soul, mais la situation était quand même différente. Donc là, j'ai bon espoir que chez nous, enfin pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle que tu n'aies pas réussi à le voir de chez nous. Ça veut dire que c'est encore bien verrouillé pour qu'il puisse sortir en salle de notre côté. Maintenant, il ne faudrait pas que ça traîne plus. Si le gouvernement, finalement, parce que là, c'est vrai que nous, on a bon espoir pour une réouverture, on va dire, entre le 15 et le 30 avril des cinémas en France. Encore une fois, bon espoir, ça ne veut rien dire du tout. Mais si finalement c'était repoussé d'un mois à un mois et demi, là, je pense qu'il faudrait s'attendre
avoir une sortie dans l'été Mm. sur Disney+ uniquement, comme ils avaient fait pour Mulan, c'est-à-dire ils le sortent un peu plus tard et voilà. C'est un peu ce qu'on a de notre côté, mais en tout cas, chez Disney France, on nous dit, et je pense qu'on le dit avec bonne foi, en espérant ne pas avoir de contre-ordre au niveau supérieur, on espère vraiment que Raya sera le film qui accompagnera la réouverture des salles. Ça serait une bonne nouvelle, ouais, complètement. Fabien, t'avais peut-être un truc à dire, non? De mon côté, non, Non, je c'est j'ai bon? pas trop D'accord. accès à ces chiffres, donc je vous écoute du coup. D'accord. Ça m'intéresse tout J'ai ça. vu ton petit halo vert clignoter tout à l'heure, donc j'ai pensé que tu avais un truc D'accord. à ajouter. Mm. Mais, ouais, bon, on espère de toute façon, encore une fois, on espère que les salles rouvriront en temps et en heure en France. Après, dans tous les cas, les distributeurs font un peu ce qu'ils veulent. Mais puis bon, leur but aussi, c'est de rester à flot, hein. Comme tu dis, on peut pas en vouloir entièrement à Disney de vouloir gagner de l'argent pour pouvoir créer d'autres choses et peut-être ressortir des choses au cinéma dans les mois qui arrivent. Donc voilà, on en saura plus. Moi, ce qui m'a gêné, c'est pas de ne pas pouvoir le voir, parce que je serais ravi, absolument ravi de le voir directement sur grand écran. Ce qui m'a gêné, c'est de ne pas avoir comment on appelle ça, la localisation des publicités en fait. J'ai trouvé ça très gênant d'avoir une Android TV française, d'avoir un système Disney Plus français et de voir quand même toutes ces publicités autour de Raya qui arrivent à passer outre les frontières en nous vantant les mérites d'un dessin animé auquel on n'a pas accès. J'ai trouvé ça un petit peu mal fait. Je ne sais pas si c'est de la faute de Disney Plus, si c'est de la faute du créateur de l'application ou alors si c'est de la faute de la localisation des Smart TV. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. C'est la première fois que ça arrive d'avoir la publicité d'un film auquel vous n'avez pas accès légalement pour le moment. Et le but initial de cette news, c'était surtout de parler des cinémas et de la réouverture des cinémas aux États-Unis qui se fait tout doucement. Donc c'est toujours une bonne nouvelle de savoir que des salles rouvrent dans certains pays du monde. Et moi, j'en suis de toute façon à chaque fois très content. On va finir avec ta news. Normalement, David, tu avais quelques news cinéma pour la télévision dont tu voulais nous faire part. Oui, c'est plein de petites news en fait, des micro-news si je puis dire. On va commencer rapidement avec samedi soir dernier, donc avant-hier. Je vous avais annoncé il y a 2 semaines vraiment le gros événement avec l'arrivée du cinéma en prime time sur France 2 un samedi soir, qui était vraiment un gros événement que la deuxième chaîne française décide de mettre du cinéma à l'antenne un samedi. Et on attendait tous avec impatience ce qu'allaient donner les audiences. Eh bien, malheureusement, France 2 a décidé de déprogrammer son film pour passer le 16e de finale de Coupe de France PSG-Brest. Et du coup, à quand du cinéma en prime time le samedi soir sur France 2? Ben, visiblement, pas pour le moment. C'est en tout cas pas au programme des 2 prochains samedis. Et j'espère qu'ils retenteront le coup parce que c'est une expérience intéressante. Et puis, j'aurais vraiment adoré savoir si les Français étaient prêts en période de couvre-feu à regarder du cinéma en prime time le samedi soir. C'est bizarre, non, de ne pas avoir prévu qu'ils allaient pouvoir passer un match de football. Alors en fait, il y a toujours des créneaux. C'est le cas par exemple en ce moment les jeudis sur la chaîne 23 RMC Story. En fait, si tu veux, il y a la case football qui est possible, mais il y a tout simplement un tirage au sort avant. Et en fait, ils attendent de voir les affiches pour décider s'ils diffusent du foot ou le programme prévu. D'accord. C'est-à-dire que là, il y avait PSG Brest qui était l'affiche. En 16e de finale, il y a plein de petites équipes, de toutes petites équipes encore qui sont là. Et ça peut faire des surprises. On a vu l'Olympique de Marseille hier se faire éliminer par Canet-en-Roussillon, par exemple. Mais ça fait pas beaucoup d'audience, les matchs avec de petites équipes. Et en fait, quand ils ont vu qu'il y aurait une affiche de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, parce que c'est un peu comme le cinéma, le foot, c'est pratiquement, il n'y a plus que France 2 qui en passe en clair des matchs avec des clubs pendant la Coupe de France. Et du coup, le PSG, qui est quand même la très très grosse équipe de foot française, elle est très très peu diffusée en clair à la télé. Et France 2 a fait ce choix que je comprends tout à fait parce que j'aime aussi le foot. Et c'est vrai que pour les gens qui ne peuvent pas voir le PSG, c'est un peu comme les gens qui n'ont pas Netflix, qui sont contents de pouvoir voir, qui n'ont pas OCS, qui seront contents de pouvoir voir Tchernobyl. Bah là, les gens qui n'ont pas Canal peuvent voir le PSG jouer. Mais malheureusement, ça a été au détriment du cinéma. Et du coup, on ne saura pas, ce que ça aurait donné. Et j'espère que France 2 retentera l'expérience. Petite Après, il y a news beaucoup de cinéma sur les terrains aussi, donc bon. On peut dire Oui, c'est vrai. C'est vrai que parfois, Neymar est un très bon acteur. Heureusement que je vous ai, vraiment. Mes deux guélurons.
J'espère que tout le monde Bien j'espère que tout le monde arrive à Luron, suivre. je sais pas. Luron, je sais pas, mais gay. Euh, La suite. Demain, petite news très brève pour dire que demain, c'est la première diffusion à la télé, malheureusement encryptée, sur Canal de Tout simplement Noir de Jean-Pascal Zadi, que j'avais adoré et qu'il faut absolument que vous regardiez si vous ne l'avez pas vu. C'est demain sa première diffusion à 21h05 et c'est disponible sur MyCanal et c'est vraiment une excellente comédie qui dénonce aussi beaucoup de choses et je voulais le signaler. L'arrivée du cinéma en prime time le mercredi soir sur TMC. Alors le mercredi, je vous l'ai dit il y a quelques temps, pour parler trivialement, il est tard, je peux le dire à cette heure-là, c'est un beau bordel. Puisque le mercredi, avant, il était interdit de passer du cinéma à la télé, comme c'est le jour des sorties en salle. Et depuis la nouvelle loi sur la chronologie des médias, c'est autorisé depuis cet été. Et alors en fait, avant, il n'y avait que Arte et France 4 qui diffusaient du cinéma le mercredi soir. À partir du moment où ça a été libéralisé, il y avait 8 chaînes, voire parfois 9 chaînes qui passaient du cinéma. Et là, jusqu'à la semaine dernière, on était repassé à 2 ou 3 parce que, évidemment, il y avait un embouteillage parce que les chaînes se cherchaient. Et là, TMC a annoncé vouloir retenter le coup et va commencer avec Bad Boys cette semaine et Bad Boys 2 la semaine prochaine. Donc, on mise sur du cinéma d'action très populaire. Rendez-vous jeudi matin sur le Discord de Critflix pour les audiences, sachant que le même soir, Arte diffusera le film France et ses stars, The Ryan Initiative de Kenneth Branagh, mercredi soir. Vendredi, vous savez que malheureusement, il n'y a plus de cinéma sur C8, mais il y a quand même quelques chaînes qui se risquent à passer du cinéma, et c'est le cas notamment de France 4 avec Terre des ours, un film de 2014, et puis surtout Chéri 25, qui mine de rien, Chéri 25 a passé, c'est une toute petite chaîne, donc on en parle moins que C8, mais Chéri 25 a passé du cinéma sur son antenne tous les vendredis depuis que c'est autorisé. Et là, un petit clin d'œil à Fabien, puisqu'ils vont passer Into the Wild. Je sais que tu aimes beaucoup ce film. Ah oui, parfait ça. Into the Wild de Sean Penn. Blague à part, on avait Qui avait regardé besoin de Into the Wild. dormir ce soir-là. On avait regardé Into the Wild avec Fabien et on n'avait pas aimé du tout. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, mais je sais que c'est un film hyper culte, mais nous, on n'a pas aimé. Il va falloir qu'on trouve un mot spécifique pour ça, mais c'est un film qui est dans ma liste. D'accord. Voilà. Trop moralisateur pour Gifresh et trop dans ma liste pour moi. Ouais, bref, on n'avait pas trop aidé. Mais surtout, vendredi soir, on comprend aussi. Alors là, il y aura plus, je vous l'ai dit, c'est du fait de Koh-Lanta, plus de cinéma en prime. En fait, on a du côté de C8, c'était un peu plus ou moins prévu et programmé, puisque je vous l'avais dit l'autre fois, là, on a eu du cinéma jusqu'à la semaine dernière, et peut-être qu'à la fin de Koh-Lanta, on en retrouvera. Là, C8 va plutôt miser sur des spectacles et des spectacles comme le spectacle de la tournée H Tendre et Tête de Bois, donc la tournée des années 60. Cette semaine, puis après, ce sera des spectacles comiques pour attirer un public un peu plus âgé et reviendra peut-être au cinéma plus tard, mais on comprend aussi que C8, de toute façon, n'allait pas mettre du cinéma ce vendredi, puisque C8, c'est une chaîne du groupe Canal, et qu'un vendredi soir, en clair, sur Canal+, aura lieu la cérémonie des Césars, qui sera suivie de 2 films dont on a beaucoup parlé cette année, à minuit, le film de Gaulle, et à 1h45, La Bonne Épouse. Alors moi, je vais vous filer ce soir un petit tips pour les Césars, que j'ai découvert il y a quelques années. Les Césars, moi, je suis à peu près tous les ans, parce que en plus, en tant qu'exploitant de cinéma, forcément, cette année, ça va moins m'impacter, mais souvent les films les plus cités, les plus nommés, les plus récompensés, je les programmais après dans la salle de cinéma dont je m'occupe, parce que les gens ont envie de voir un film, vu que le fait qu'il soit récompensé, il y a beaucoup de buzz autour de ça. Donc c'est une cérémonie que je suis beaucoup, mais c'est vrai que parfois, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, si vous la regardez un petit peu, mais c'est peut-être un peu pompeux, c'est parfois de très longs discours, ça peut être un peu long. C'est un peu chiant, tu peux le dire. Voilà, ça peut être parfois un peu chiant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, David et Gifresh. Oui, c'est vrai que je reste rarement pendant toute la cérémonie devant la télévision. Ouais. À part quand c'est diffusé à Montmorency, en clair. Oui, bien sûr. Mais, il y a même des moments de malaise un petit peu, je trouve. Ouais, complètement. Ouais, exactement. Et le petit tips que moi j'ai, en fait, que j'ai découvert il y a quelques années, c'est que, non mais c'est exactement. Je lance un film. Je coupe le son. Et en fait, je me branche sur la radio RTL. Et RTL, en fait, diffuse les Césars en simultané avec Canal+, mais surtout commente les Césars. Alors, ça peut paraître un peu bizarre. C'est un peu commenté à la manière d'un match de foot,
C'est commenté par Vincent Perrault, qu'on connaît tous, nous, parce que Et c'était c'est un une très belle animateur ouverture de télé lettres de la part de Marina Foïs. très... Ouais, c'est Il pas, attrape c'est le pas comme trophée, ça, il lève le trophée, attention. mais vous avez donc Vincent Perrault, qu'on a connu en tant qu'animateur télé dans les années 90 sur TF1, mais surtout qui est un très, 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 très grand spécialiste de cinéma. Mm. Il a d'ailleurs lancé son émission cinéma sur RTL et sur les réseaux sociaux récemment, et c'est hyper intéressant ce qu'il fait, avec en général un journaliste cinéma de la rédaction d'RTL. Et en fait, il distille plein d'anecdotes hyper intéressantes. Quand il y a la présentation des films ou des nommés, ils disent un peu, ils font un peu leur pronostic, ils disent pour eux quel film mérite ça. Quand un prix est donné, il est toujours décrypté. Bah voilà, on comprend que ce soit tel meilleur second rôle féminin parce qu'on l'avait déjà vu il y a quelques temps, etc. Et en fait, c'est hyper intéressant. Donc moi, c'est mon astuce pour que la soirée soit moins chiante, c'est d'écouter finalement, vous avez l'image, donc vous voyez ce qui se passe, et vous avez en même temps tout le décryptage qui se fait en direct. Et ça donne un côté vraiment hyper ludique. Et moi, j'apprends plein de choses depuis que je fais ça. Et voilà, c'est une petite astuce que je voulais vous donner. Si jamais vous trouvez ça un peu chiant, n'hésitez pas à vous brancher sur RTL, qui donc vous distille plein d'infos cinéma. Eh ben, C'est marrant ça, je me souvenais pas. Mais il avait fait, oui, les émissions de tac au tac gagnant à vie. Oui, il avait fait 40 degrés à l'ombre, c'était Mokshu Patamou, c'était l'émission des records sur TF1, etc. Question Et pour un champion pour remplacer un petit peu Julien Lepers, apparemment. C'est dingue. ouais, il a fait plein d'émissions et c'est vrai que c'est un grand cinéphile. Et d'ailleurs, bon bref, j'ai eu On la l'embrasse. chance d'échanger un petit peu avec lui sur les réseaux sociaux et il n'est pas impossible qu'on soit en train de programmer peut-être dans les mois à venir une venue à Bourbon-Lancy au cinéma Rio Borvo. Ah, je Donc croyais que tu voilà, parlais d'une ça venue reste un dans peu Netflix, entre moi. nous. Ah bah, je pense que ce serait l'occasion de pourquoi pas l'interviewer pour Pritmix à cette occasion. Ah oui, Et voilà. là, pour le coup, et là, ça pourrait être très intéressant. Ah, Il viendra Moi, en je suis sur le invité. dossier Steven Spielberg, je vous le dis. Ah Ça oui, part alors plutôt là, bien. bon, bah, moi, ce sera Vincent Perrault, ce sera Tac au Tac TV, mais c'est quand même. Non, encore une fois, c'est vraiment. Ça s'appelle Pop Cinoche sur Facebook et sur YouTube. Il fait des émissions avec des très très longs entretiens sur le cinéma. C'est hyper intéressant. Et son émission cinéma, c'est RTL Pop Ciné le dimanche après-midi. Et en podcast, c'est hyper intéressant à écouter aussi. Et je vous conseille vraiment voilà, d'écouter Vincent Perrault et ses équipes vendredi soir sur RTL. Et enfin, pour terminer, mes news télévision, vous le savez, j'adore ça, le duel du dimanche soir. Et on a donc enfin les 2 prochains duels qui nous sont annoncés, avec France 2 qui est un peu à la ramasse ces derniers temps. C'est un peu dommage, hein, avec notamment les frères Sister qui n'a pas beaucoup marché, qui a été battu par le téléfilm de France 3. Et ce dimanche, donc, le duel opposera sur TF1 Wonder Woman. Wonder Woman, je vous le rappelle, il aurait dû être diffusé en janvier, mais suite au décès de Jean-Pierre Bacry, TF1 avait passé le sens de la fête. On était tous devant, je crois, puisqu'on en avait traité le lendemain dans l'émission. Mhm. Et donc, c'est une première diffusion? c'est une première, voilà, c'est une première diffusion. Alors, Ils ont donc- je me répète un petit peu, mais c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui n'ont pas accès aux plateformes ni aux Blu-ray et pour qui, faut rappeler que Netflix, ça fait quand même pas loin de 150 euros par an, je crois, hein, la formule médium, enfin, c'est à 12 euros par mois. Mm, mm. On oublie un petit peu qu'effectivement, c'est pas donné, les plateformes toujours. Et la télévision a au moins ce mérite de proposer du cinéma gratuitement. Et le fait de pouvoir voir Wonder Woman, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu encore. Moi, je suis pas très fan de ce film, pour être très honnête. Je trouve il est correct, mais il y a beaucoup de défauts. Plus le temps passe, plus Ouais, j'ai c'est les défauts de pas. Wonder Woman qui me reviennent. C'est pas dingue, mais je me Ouais. dis qu'effectivement, pour les gens qui ne l'ont jamais vu, ça peut être une bonne occasion de se brancher dimanche soir sur TF1. Bah, disons que Et c'est le seul film pas canon qu'on peut regarder sans forcément s'intéresser au reste des oui, films du oui, oui, oui. DCU, quoi. Si vous voulez regarder un bon film de super-héros et que vous en avez marre de Marvel, bah, vous passerez un bon moment, quoi. C'est Oui, vrai. effectivement. Et puis, on parle de la journée de la femme. C'est vrai que c'est un personnage féminin de comics très marquant. C'est vrai que c'est cet avantage, je ne sais pas ce que tu en penses, David, mais qu'a DC Comics par rapport à Marvel, où ils ont au moins cette icône féminine que Marvel a un peu plus de mal à mettre en avant. Alors, bon, maintenant, il y a Captain Marvel, il y a Black Widow,
Mais c'est vrai que dans l'inconscient, Wonder Woman, c'est un peu la super-héroïne avec un grand S. Bah, disons que dans le MCU, le problème, alors Captain Marvel est arrivé maintenant à moderniser un petit peu l'image, mais Black Widow a toujours été hyper féminisée, mise en valeur au niveau de certaines parties de son corps, et son rôle, par contre, n'était pas véritablement valorisé au sein du MCU, même si elle faisait partie des Avengers. Donc, pour le coup, Wonder Woman, sans être comment dire, c'est une figure féminine qui n'est pas vulgarisée pour l'homme. C'est vraiment un film à regarder voilà, de façon complètement équitable. Oui, comme tu dis, c'est une, voilà, c'est une belle image de la femme, si on peut dire ça comme ça, dans le monde des super-héros en film. Et donc face à Wonder Woman, France 2 joue la carte de la contre-programmation avec Un homme pressé, qui est une comédie française avec Fabrice Lucchini et Leila Bekti, que je n'avais pas vue à l'époque, mais je sais qu'elle avait eu son petit succès critique. Et du coup, dimanche soir, je pense que je vais plutôt me brancher sur France 2. Et bah, je leur souhaite que ça fonctionne un peu mieux Mm. que ce qu'ont fait les frères Sisters cette semaine. Et bah, moi aussi. Donc ce sera le duel de ce dimanche. Et le dimanche prochain, alors en fait, oui, voilà, je rappelle rapidement, Wonder Woman aurait dû passer en janvier, et donc l'hommage à Bakri, hein, et le sens de la fête est aujourd'hui et reste le meilleur score de TF1 un dimanche soir en prime time avec 8 millions de spectateurs. C'était énorme pour le sens de la fête. Et du coup, Wonder Woman se trouve décalé au 14 mars, ce qui fait un énorme hasard de calendrier, puisqu'on va vraiment chez TF1 de manière complètement involontaire, un peu plus hyper peut-être les fans de DC Comics pour la Snyder's Cut, puisque Wonder Woman le 14 mars sera suivi le 21 mars par Aquaman. Alors c'est assez fou parce que c'était pas du tout prévu, c'est complètement un hasard, mais du coup on a deux héros de la Justice League, deux héros DC Comics, deux héros du DC Extended Universe au cinéma qui vont être passés 2 soirs de suite, 2 dimanches de suite, et je trouve que du coup bah, c'est vrai que c'est pas mal parce que les gens, bah, si Wonder Woman leur a plu, on reste dans cet univers, on a l'occasion le week-end d'après de rester un peu là-dedans, sachant que pour moi, Aquaman, c'est, je pense, le film que je préfère, moi, du DC Extended Universe. J'avais beaucoup aimé quand je l'ai vu en salle. Il y a une anecdote un peu rigolote, c'est la semaine dernière dans l'émission Comics, on parlait de William Dafoe. William Dafoe qui joue dans Aquaman et qui joue un personnage de gentil, mais il a tellement une gueule de méchant dans les films Tu crois que que c'est un moi j'étais méchant, ouais. persuadé jusqu'au bout qu'il allait trahir, alors J'avoue. que pas du tout. Il est vraiment J'avoue. gentil tout le long du film. Et c'est assez inattendu. Alors je sais pas quels sont vos avis à vous sur Aquaman, mais moi je sais que j'aime vraiment bien. Mais je l'ai pas vu, du coup, ce sera peut-être l'occasion de le voir. Mais pour revenir sur William Dafoe, il a fait un autre rôle de gentil, il me semble, c'est dans John Wick. Il me semble que dans un des Ah John peut-être Wick, j'ai pas vu les Oui, John Wick. il est le mentor en fait de il est John le Wick. mentor Ouais, de John ouais, Wick. tout à Et fait. pareil, tu as l'impression qu'il va le trahir alors que non. Et Ouais, c'est c'est vrai ça. que ce pauvre acteur, je pense, sa tête le dessert un petit peu. Quoi. Il est gentil. Tu retombes là-dessus et c'est fou là, les anecdotes et tout, les retournements de situation et surtout les liens entre les sujets. Je reviens encore là-dessus, j'ai regardé Captain America Civil War tout à l'heure sur Disney+, qui est un très mauvais film. Mais je me suis dit, tiens, c'est vrai que ce genre de rediffusion ou de diffusion de films Marvel tend à devenir très compliqué à la télévision, puisqu'ils diffusent ça dans des formats tellement disparates au niveau timing sur les dates de diffusion. C'est pas comme la saga Harry Potter, par exemple, qui passe toutes les semaines quand ils décident de passer la saga, ou Le Ça, Seigneur c'est des ça. Anneaux, des choses comme ça, que finalement les gens oublient, les gens qui ne vont pas au cinéma et qui n'ont pas accès aux plateformes de streaming, regardent ça déjà de 1 dans le désordre, dans des diffusions parfois et des rediffusions. On ne sait pas combien de fois est passé Iron Man entre M6, W9 et TF1. Pareil, quand vous regardez Iron Man 2 ou 3, vous n'avez pas forcément vu Thor 1 et 2 ou le premier Avengers. Du coup, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et je pense que ça va être très compliqué sur les temps à venir de faire des diffusions correctes avec un intérêt pour le MCU général. Si on continue à diffuser les films de super-héros de façon complètement désordonnée et surtout sur des chaînes complètement différentes. Et je pense que ça fera un sujet, peut-être pas pour l'émission comics de la semaine prochaine, parce que ça va être compliqué, mais en tout cas sur une prochaine émission, faire un sujet sur la diffusion télé des films de super-héros, est-ce que sur ce que ça va impacter sur le fan service sur le long terme. C'est vrai, De toute c'est vrai façon, que. pardon, vas-y. Non, je t'écoute, vas-y. De toute façon, la volonté de Disney, c'est de se réapproprier finalement ces
ses licences et que ce ne soit visible que sur sa plateforme, j'imagine. Oui, mais c'était pas le cas avant l'arrivée de Disney+. Quand Netflix est arrivé, je pense pas que l'idée première de Disney était de créer Disney+, et pourtant le MCU existait déjà. D'ailleurs, ils avaient vendu les droits pour Daredevil, qui est toujours la meilleure série de MCU d'ailleurs, hein, David est d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Voilà. Et du coup, à cette époque-là, Disney, je suis même pas sûr que Disney avait déjà les droits à l'époque, mais en tout cas, Marvel avait vendu les droits de Daredevil, c'était pareil pour Agent of Shield, et Disney+ n'était encore qu'un espèce de projet vraiment embryonnaire et qui n'était pas encore concrétisé. Et pourtant, la diffusion télé avait déjà commencé à l'époque et devenait déjà brouillonne à l'époque, puisque on pouvait très bien passer Captain America sur W9 un mardi à 20h50 et 3 mois plus tard diffuser Le Soldat de l'hiver sur TF1 sans forcément prendre en compte ce genre de choses. Donc c'est très Oui, compliqué pour quelqu'un qui n'est pas fan du MCU de s'attacher aux personnages et aux histoires si on diffuse ça de façon complètement aléatoire. Ouais, mais enfin, les films sont quand même plus ou moins pensés, peut-être mis à part sur la fin du MCU, mais moi j'ai pas l'impression d'avoir fait exprès de regarder genre Iron Man dans l'ordre, puis après Thor et tout. Je les ai vus effectivement peut-être dans le bon ordre parce qu'ils sont sortis au cinéma dans le bon ordre, mais j'ai jamais vraiment, je pense pas avoir vu d'ailleurs tous les trucs du MCU dans le bon ordre à un moment donné. Et je pense que j'ai quand même une compréhension globale qui reste correcte. Peut-être que j'ai zappé surtout merde, comment ça s'appelle des, Des Easter eggs. des Easter eggs, voilà. Et j'étais sur Poisson d'avril, ça marche pas. Et C'est un peu mais ça le MCU. en soi, ma compréhension, je pense, reste globale, quoi. Mm. Après, c'est c'est vrai vrai que qu'il y aura toujours les droits. Disney Plus n'empêchera pas que les chaînes de télé auront toujours les droits des films Marvel. Je veux dire, Ouais. il y aura toujours des chaînes qui auront les droits de ça. Et je pense qu'effectivement, il faudra attendre peut-être 15-20 ans. Parce que là, pendant un temps, France 2 avait aussi. Les droits étaient répartis entre France Télévisions, qui avait les tout premiers, M6 qui avait les Iron Man et les Thor, France Télé avait les Captain America et TF1 avait le reste. Là, maintenant, il n'y a plus que France Télé a légué ses droits à M6, je crois. Mais effectivement, il faudra attendre 15-20 ans qu'un jour, une chaîne de télé ait tout racheté, comme les Harry Potter ou comme les Seigneurs des Anneaux, et puis les diffuse dans l'ordre. Mais là, en attendant, je trouve que c'est peut-être un peu plus clair pour l'instant chez DC qui a moins de films. Et effectivement, ils avaient passé Justice League juste avant Noël. Là, en l'espace de 2 mois et demi, en gros, ils auront passé Justice League, Wonder Woman et Aquaman, sachant qu'ils avaient passé Batman versus Superman à la rentrée. Je trouve que là-dessus, TF1, ils se s'en tirent pas trop mal Ouais. sur ce qui est le DC Universe. Certes, il y a du temps entre les films, mais ils s'en tirent pas trop mal. Et donc, face à Aquaman, il y aura un autre film que j'aime beaucoup. Donc, du coup, le dimanche 21 mars, il va y avoir 2 trucs que j'aime bien, puisqu'il va y avoir En Liberté, une comédie française très, très drôle. J'ai pas trop aimé, moi. Décalée. Alors, avec Pio Marmaille et Adèle Haenel. Alors, en fait, j'allais y venir parce que elle m'a bien plu au premier visionnage. Et la deuxième fois, je me suis dit, bah, c'est peut-être pas si drôle que ça. Mais pour moi, c'est peut-être un peu casse-gueule pour France 2 parce que c'est pas hyper grand public. Mais je pense qu'Aquaman, moi j'ai bon espoir que Wonder Woman et Aquaman, enfin bon espoir, je pense que Wonder Woman et Aquaman risquent de gagner ces 2 soirées-là sans trop de difficulté, bien que il faut rappeler que le 14 et le 21 mars, il n'y a aucune zone d'école ou de collégiens ou de lycéens qui sont en vacances. Et Aquaman et Wonder Woman, à partir de 12 à 18 ans, ça peut beaucoup plaire. C'est un peu bizarre. TF1, pendant les vacances, ils ont passé Charlie et la chocolaterie, ils ont passé Indépendance des Résurgences, ils ont passé des films qu'ils avaient déjà passés, qui n'ont pas marché très très fort. Et là, ils mettent du lourd hors vacances. À voir si ce sera payant. J'en suis pas particulièrement persuadé, mais bon, on verra bien. Et enfin, la toute petite dernière news, puisqu'on est la journée internationale du droit des femmes, c'est vous dire que le vendredi 19 mars, sur Chéri 25, il y aura un film qui s'appelle Mrs. Mills, une voisine parfaite. Et c'est un film qui est réalisé par Sophie Marceau. Et Sophie Marceau, on sait que c'est une très 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 grande artiste et une très très grande actrice aussi. Et en fait, elle s'est mise à la réalisation, c'est son 3e film. Et en fait, elle avait réalisé un film en 2002, en 2007, et celui-là, ce sera un inédit. Il date de 2018. Et en fait, il a dans le rôle titre Sophie Marceau et Pierre Richard. Pierre Richard, je ne sais pas ce qu'en pense Fabien, s'il est encore là, mais c'est vrai que pour moi, c'est un des derniers monstres sacrés du cinéma français.
Peut-être pas il est pas au niveau d'un De Funès ou d'un Bourvil, point de vue humour, mais pour moi, il a bercé mon enfance. Il y a eu un très bel hommage, il était sur France 2 la semaine dernière, dimanche, dans 20h30 le dimanche. Et Pierre Richard, moi, je l'adore. Et malheureusement, il a eu un très gros trou dans sa carrière. Au début des années 90 vers les années 2008-2009, il tournait presque pas. Et là, maintenant qu'il a plus de 80 ans, il redevient bankable. Et en fait, Pierre Richard, depuis 2013-14, il tourne dans 3-4 films par an. Et donc, il a joué dans ce Mrs. Mills, une voisine parfaite. C'est pas un très très grand film. Moi, je l'avais vu en salle, je l'avais programmé à Bourbon. Et pour tout vous dire, j'étais sur les 2 séances qu'on avait programmées, on n'a fait que 2 entrées sur 2 séances, dont moi qui étais donc l'un des 2 spectateurs. Et malheureusement, il n'avait pas marché très fort ce film, ça avait même été plutôt un flop. Qualitativement, c'est pas dingue, mais c'est vrai que je trouve qu'il faut saluer le travail de Sophie Marceau qui essaye de se mettre à la réalisation. Et rien que le fait que Pierre Richard, que j'adore du plus profond de mon cœur et à 85 ans, ait encore des rôles principaux burlesques dans lesquels il se déguise, dans lesquels il fait des grimaces, il tombe et comme il le faisait dans les années 60, je trouve ça grandiose. Et donc, ce sera le vendredi 19 mars sur Chéri 25 à 21h05. Eh ben, merci beaucoup pour cette news de 3 minutes. C'était Déjà, plein de news de 3 c'était minutes. plein de news de 3 minutes. C'est très très intéressant. En tout cas, j'adore écouter les matchs du dimanche soir. Hein. C'est toutes les petites différences qu'on a sur les chaînes de télévision. Pourquoi tel film, pourquoi tout ça. C'est vraiment très très